Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous savez que tous les ans en France, il y a un certain nombre d'événements majeurs en matière d'audiovisuel. On a les Césars, le Festival de Cannes et maintenant le prix Média Enfance majuscule. Alors la seule différence, c'est qu'avec les deux premiers, c'est qu'on a les invitations. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des invitations. On est trié sur le volet. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, il y avait aussi un événement qui réunissait tout ce qu'on n'appelait pas encore le PAF, le paysage audiovisuel français, c'était les 7 d'or. Vous vous souvenez de cette soirée ? Enfin, vous vous souvenez, c'était chiant. Alors, en fait, quand on y repense, il est pratiquement impossible d'imaginer que ce genre de soirée puisse avoir lieu aujourd'hui. Déjà parce que l'émission a été retransmise sur France 2 et récompensait des émissions, des animateurs de toutes les chaînes. Et un jour, effectivement, TF1 s'est rendu compte que le service public récoltait beaucoup plus de prix que le privé. Et ils en ont eu marre et tout s'est arrêté en 2003. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus que le prix Média Enfance majuscule pour récompenser des émissions, des films, des documentaires qui sont bien sûr essentiels pour la protection de l'enfance. Alors je ne vais pas vous présenter sa présidente, Patricia Chalon, mais alors on va mettre le micro sur 1. Non, je vais aller là-bas. Tu vas aller là-bas. Ah bah ça c'est parce que tu es présidente, c'est comme ça. Pour être juste un petit peu plus solennel, est-ce que ça marche le micro ? Oui ? Alors d'abord, bonsoir à tous et puis vraiment merci d'être venus malgré tous ces embouteillages. Alors le prix Média Enfance majuscule, c'est un moyen d'alerte essentiel pour nous sur la condition des enfants au quotidien. Et c'est pour ça que votre présence ce soir est vraiment extrêmement importante. C'est un des dispositifs que nous avons imaginé pour soutenir les programmes qui dénoncent, qui exposent, qui démontrent, afin que peu à peu s'insinue chez chacun le désir impérieux de changement profond. Comme nous l'observons au quotidien dans l'association, il y a une vision tronquée de la violence faite aux enfants. Et ces fictions, ces documentaires, ces témoignages rendent visible pour le plus grand nombre la réalité de leur vécu. Cette année encore, la souffrance permanente des enfants est perceptible au travers de tous les documents qui ont été soumis à Enfance majuscule, qu'ils aient été primés ou non. Nous avons besoin que ce prix et les programmes qu'il met en avant reçoivent un très large écho. C'est pour cela que nous comptons sur les producteurs et les diffuseurs afin qu'ils soient vus et revus par un large public lors de nombreuses rediffusions. Même si les horaires de rediffusion sont parfois très tardifs et qui ne sont pas toujours au rendez-vous de l'importance du sujet. Nous sommes très fiers que les programmes retenus pour le prix Média aient bien souvent, après cette première diffusion sur les chaînes françaises, une suite avec d'autres récompenses. Ça arrive très souvent. Alors, aujourd'hui, monsieur le maire n'a pas pu être là, mais il nous soutient, lui et ses équipes, tous les ans, pour que ce programme ait lieu, et je veux leur remercier de loin. Merci Michel. Avec ta fidélité à Enfance majuscule depuis toujours, tu soutiens toutes nos actions et je te remercie très profondément. Merci Bernard Gols d'accompagner ce prix et d'éclairer pour nous ce soir des sujets qui sont parfois extrêmement difficiles à visionner. Merci à tous ceux, diffuseurs et producteurs, qui permettent de faire émerger la parole des enfants et que nous récompensons ce soir. Merci à tous les jurés, bien sûr, qui ont consacré tant d'heures à visionner des images qui sont extrêmement difficiles, souvent. Merci à tous nos partenaires qui rendent cette soirée possible grâce à leur soutien. Et enfin, merci à tous nos bénévoles sans lesquels cette association n'existerait même pas. Bonne soirée à tous et merci d'être à nos côtés. Merci Patricia. Alors effectivement, bonsoir Bernard, professeur Bernard Gols, qui est notre grand témoin, professeur, je prends mon souffle, professeur des universités, praticien hospitalier émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris Descartes, psychanalyste et essayiste.
Et Bernard commentera chacun des prix. On va commencer par la catégorie jeunesse, avec une mention pour Thé au top. Alors, c'est une production Little Big Media avec la participation de France Télévisions. Ça a été diffusé sur la plateforme Oku et sur France 4, Patricia. Oui, alors moi, je suis très contente qu'on ait une mention pour cette émission. Vous savez, je ne sais pas, pour ceux qui viennent depuis longtemps, il n'y a pas toujours de prix jeunesse ou de mention jeunesse parce que parfois on ne pense pas à faire des émissions de prévention auprès directement des enfants. Donc je suis contente qu'on ait pu donner une mention à ce programme qui met en avant Théo Curin et qui fait que cette émission a une force particulière grâce à son empathie, à son énergie. Je suis vraiment contente qu'on puisse le récompenser. Théo, qu'on va voir tout à l'heure, qui effectivement, je te confirme, a beaucoup d'énergie, parce que pour l'avoir pratiqué sur le plateau du magazine de la santé, c'est une boule d'énergie. On va écouter un commentaire. On va entendre Muriel Hachéry, qui est productrice artistique et scénariste, et qui va défendre la mention jeunesse. Et puis, on vous passera un extrait, et ensuite, on fera venir les lauréats. Je veux rappeler que l'année dernière, on avait commencé pendant le Covid à demander à chacun des jurés du prix Média de défendre un des programmes qu'il avait particulièrement aimé. Et vous aviez bien aimé le principe, donc on a recommencé cette année. Je suis très heureuse de présenter l'émission jeunesse Thé au top, coproduite par Little Big Media et France Télévisions, à laquelle nous avons décerné une mention. Ce programme est animé par Théo Curin, multichampion de natation handisport, et est disponible sur Oku. Cette mention couronne un programme qui donne la parole aux enfants de 7 à 12 ans sur des problématiques qu'ils rencontrent, de la plus légère à la plus complexe, comme c'est difficile d'être un grand frère ou la mort d'un parent. Dans cette émission, très construite et très claire, chaque téléspectateur peut se reconnaître, mais aussi apprendre des choses sur les autres et réfléchir aux relations, aux paroles, aux gestes qui peuvent déranger. Et grâce à quelques astuces d'une pédopsie, l'enfant peut tenter d'améliorer son quotidien. Ce qui a séduit le jury, et moi tout particulièrement, c'est la bienveillance de Théo qui permet aux enfants de se confier petit à petit et librement sans jugement. Théo se met à leur hauteur et l'on assiste à l'expression et au partage de très belles émotions. Alors n'hésitez pas, regardez avec vos enfants les 40 épisodes sur la plateforme Oku. Salut les amis, ici vous êtes chez vous et surtout on peut parler de tout. Les contrôles, même que j'ai révisé, et ça peut me stresser. Des fois, j'ai tellement de colère que je peux même pas essayer de me calmer. On me pose souvent des questions sur mes origines. Ensemble, on va essayer de trouver des pistes pour surmonter ces obstacles. Je cours un peu, je me défoule. Ça vient comme ça. C'est vrai? Ouais. On est tous câlins. Tu es formidable, mon fils. Faut jamais m'abandonner. Il n'y a pas que les grands qui ont de belles choses à dire. Au début, tu as un complexe au niveau de ton poids, t'énerves un peu au quotidien. Est-ce que tu peux m'en parler? En fait, c'est que il y a une année où il y avait beaucoup de gens qui me disaient que j'étais trop grosse, que je devais dégager de l'école. Un jour, on m'a dit ça. Ah ouais? Et du coup, j'étais toujours triste. Je faisais toujours tout pour tout arranger, mais je n'arrivais pas. Et du coup, ça m'énervait. Au bout d'un moment, ma mère, elle m'a dit « Léane, faut que tu sois comme tu es et tu t'en fous des insultes. » Du coup, j'essaye un peu d'en avoir rien à faire des insultes, mais c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu fais quand il y a quelqu'un dans la cour de récréation qui dit pars de l'école, t'as rien à faire ici? Cette année, quand il y a des gens qui me disaient ça, j'allais vers mes copines et je jouais avec elles. Ou des fois, je allais voir clairement la maîtresse. Et je disais, ils allaient toujours punir. C'est bien d'en parler, heureusement que tu le disais. Et qu'est-ce que ça te faisait au fond de toi aussi, quand quelqu'un te disait des méchancetés En ce moment, devant, j'étais comme ça, genre j'en avais rien à faire. Mais je ressentais une envie de pleurer parce que j'étais triste qu'ils me disent ça. Ça te rend triste et ça te blesse quelque part. Oui. Et tout ce qui s'est passé à l'école dernièrement avec les insultes, les moqueries, est-ce que tu as conscience que c'est du harcèlement? Oui.
Et ça te fait quoi de subir ça? Personnellement, moi je suis triste, mais j'essaye de tout faire pour pas le montrer devant les gens que je suis triste. Parce que ma mère, elle m'a toujours dit, si par exemple, si quelqu'un t'embête et que tu lui montres pas que t'es triste, bah, il verra que ça te fait rien et du coup, il va arrêter. Et du coup, j'essaye de faire ça, mais il y en a qui n'arrêtent pas. Qui continuent. Et là, par exemple, tu sais qu'il y a plein d'enfants, plein de jeunes qui regardent T'es au top. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont ou qui vont malheureusement subir du harcèlement à l'école. Tu aimerais leur dire quoi? Il faut en parler aux adultes le plus proches. Personnellement, quand on me dit des insultes comme ça, je le disais du coup à l'adulte le plus proche. Ça me sauvait toujours. On va demander à Théo et à Mehdi Arbaoui, qui est le producteur, et Théo, l'animateur de l'émission, de bien vouloir nous dire un petit mot. Théo, interviewer des enfants qui sont, comme on l'a vu là, différents. C'est quelque chose que tu as vécu toi et qui fait que tu as peut-être encore plus d'empathie que d'autres pour les interroger. Ouais, déjà merci beaucoup. Ouais, c'est pas mal, hein. Vous allez bien? Non, vraiment, je suis un peu ému parce que ça fait toujours plaisir déjà de recevoir un prix. On est hyper fiers. Et oui, pour répondre à ta question, c'est juste incroyable de pouvoir passer tous ces moments avec ces enfants. Alors oui, je rencontre parfois des enfants différents, avec parfois un handicap, parfois tout un tas de choses, mais c'est surtout en fait tous les enfants en fait de la vie en général que je reçois sur le plateau de T'es au top. On l'a dit dans la vidéo juste avant, on parle de toutes les problématiques en fait, que les enfants peuvent rencontrer au quotidien. On a parlé du harcèlement, mais on a parlé du handicap, on a parlé de choses beaucoup plus légères comme j'ai du mal à partager ma chambre avec ma grande sœur, des choses comme ça. Et c'est juste merveilleux parce qu'à chaque fois que je me prends des claques monstrueuses quand je rencontre tous ces enfants, parce que je me rends compte de leur intelligence malgré leur jeune âge. Ils comprennent tout. Ils comprennent tout et ils comprennent tellement de choses qui sont au courant et conscients de l'actualité qui est parfois un peu anxiogène, même très anxiogène aujourd'hui. Et le but de cette émission, c'est de les rassurer, de les épauler. Et ouais, je suis pas du tout animateur. Pour moi, dans cette émission, je suis plutôt un grand frère. Et on a la chance que ce soit filmé. Donc c'est juste génial. C'est une vraie aventure humaine qu'on vit avec les enfants, mais aussi avec toutes les équipes, parce qu'on a conscience que cette émission, elle est importante pour la jeunesse. C'est les adultes de demain. Et c'est une aventure humaine aussi entre nous, avec l'équipe, parce que c'est assez rare qu'un animateur soit handicapé comme moi. J'ai un handicap qui est quand même assez lourd, et il y a quelques années à la télé, on ne pouvait pas imaginer un gars comme moi à la télévision, et encore moins pour présenter une émission pour les enfants. Et on est en train de casser les codes avec Mehdi, qui m'accompagne justement depuis plusieurs années. On vit tous les deux aussi une aventure humaine assez extraordinaire, parce que Mehdi va plus loin que son rôle de producteur, c'est lui qui me change entre les émissions. Donc voilà, quand je disais qu'on est en train de vivre une aventure humaine extraordinaire, c'est dans plein de choses différentes, et je suis très très fier de ça, et j'espère que ça va pas s'arrêter maintenant. Voilà, je te laisse dire un petit mot peut-être. Et Mehdi, ouais, justement, Théo est légèrement hyperactif comme garçon. Il fait, je vois pas pourquoi vous dites ça. Il fait beaucoup de choses. Ses chroniques sur France Info. Enfin, il fait beau. Puis alors, avec les Jeux Olympiques, plus toutes les émissions, il est facile à attraper. On arrive à planifier les tournages avec lui. C'est une leçon de vie, ce jeune homme. Je l'ai rencontré maintenant il y a à peu près 3 ans. Et j'ai l'âge d'être son père. Et j'ai l'impression et j'ai même pas l'impression, il m'apprend des choses tous les jours. Donc depuis qu'on s'est rencontrés, en effet, on vit une aventure formidable. C'est une personne unique, précieuse. Et pour répondre concrètement à votre question, il n'y a pas plus simple. Il est facile, il a la tête bien posée sur les épaules, il est consciencieux, il est appliqué, il a un vrai rêve, c'était de devenir un jour animateur télé. Et l'accompagner dans l'accomplissement de ce rêve, pour moi, c'est une immense fierté. Et puis, il a de l'humour et de l'autodérision
ce qui est quand même essentiel. C'est là où tu me rappelles Croizon beaucoup. Tu as été à l'école Croizon qui, dans le magazine de la santé, nous mettait mal à l'aise tellement il déconnait sur son handicap. C'était terrible. Bernard, un commentaire sur ce prix. D'abord, merci à Patricia de me réinviter. C'est la 3e fois, ça me fait très plaisir d'être là, de participer à la réflexion. Voilà. Alors, chaque fois, on me demande de dire des choses intelligentes pendant 1 minute après chaque... c'est quand même une tâche délicate. Hein. C'est la minute ou la truc intelligent? La truc intelligent. Ah, d'accord. Donc, je vais faire de mon mieux dans cette minute. Voilà, en tout cas, pour ce premier document qu'on célèbre là, ce soir, un grand bravo, parce que je trouve ça plus que touchant. Il y a un vrai travail de fond sur la question de, on pourrait dire, l'estime de soi, l'empathie, l'acceptation de soi-même. Et moi, de ma fonction de psy, ça m'a fait penser à un problème technique très intéressant, j'espère que ça va vous parler. Les cancérologues n'ont pas besoin d'avoir eu un cancer pour bien soigner leurs patients. Est-ce que les psychiatres ont besoin d'être psychotiques pour bien écouter leurs patients? J'en étais sûr. Merci Michel. Mais même s'ils ne sont pas psychotiques, ils peuvent être en lien avec leurs parties les plus profondes et les plus fragiles. Et là c'est un problème très intéressant parce que vous avez des enfants qui ont une difficulté X ou Y, et vous en avez une aussi. Et moi, je pense que le ressort profond de ce travail, c'est que l'empathie est à double sens. C'est-à-dire que, bien sûr, vous êtes super empathique avec les enfants, et c'est ce qu'on ressent dans le document, mais je crois que si ça marche bien, vous me direz si je me trompe, mais je crois que les enfants sont très empathiques avec vous aussi, et que comme ils vous voient, vous acceptez vous-même de manière très constructive. Ça, il y a un ressort très profond de ce travail-là. Un grand merci, un grand bravo. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. On va... n'oubliez pas votre prix, hein. Ouais. On va passer à la catégorie fiction maintenant, avec un prix pour le Colosse aux pieds d'argile. Auteur Aude Marc, c'est une fiction librement adaptée de l'ouvrage de Sébastien Boyer et Thierry Vildary, Le Colosse aux pieds d'argile. Réalisatrice Stéphanie Murat, production Make It Happen Studio, Shoot Again Production, et ça a été diffusé sur TF1. Alors, je rappelle d'abord que pour avoir un prix, il faut l'unanimité du jury. Ça veut dire que pour nous, c'est quelque chose qui est imparable, inévitable. Ça mérite un prix. Je veux juste rappeler aussi que Sébastien Boyer a reçu il y a 5 ans le prix de la personnalité remarquable. Donc je trouve qu'on a fait une boucle là avec ce prix pour le film Colosse aux pieds d'argile. Colosse aux pieds d'argile, c'est aussi le nom de l'association qu'il a créée et qui va dans toutes les écoles de France et de Navarre pour expliquer aux enfants à quel point ils ont besoin d'être protégés, de se protéger eux-mêmes. Donc je suis très fière de ce prix. Avec le commentaire de Patrice Romden, qui est journaliste et qui fait partie du jury, et un extrait. Le Colosse aux pieds d'argile. Alors là, on est dans le domaine de la fiction, mais ce qui fait la force et la puissance de cette fiction, eh bien, c'est qu'à aucun moment au cours du film, on ne perd de vue que c'est le reflet d'une réalité, puisque c'est l'adaptation d'une histoire vraie, celle de Sébastien, rugbyman, qui a été violé entre 11 ans et demi et 16 ans par la personne qui le chaperonnait dans cet univers du rugby qu'il chérissait tant. Alors, rien à dire sur l'interprétation, tout le monde est au niveau, mais ce qu'on retient d'abord, c'est qu'on voit bien quel peut être le profil type d'un prédateur, à savoir quelqu'un qui est proche de la famille, qui est serviable, qui est sympa, qui rend service. C'est un profil qu'on retrouve souvent parmi les prédateurs. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'on voit l'impact de ce que vit l'adolescent sur sa vie d'adulte et son incapacité ensuite à aimer, y compris une personne qui est très bien disposée à son égard. Et puis, le film propose, j'allais dire, une morale, c'est-à-dire que quand on est victime, il faut parler, d'autant que ce type de prédateur, comme on le voit dans le film, ne se contente pas d'une seule victime, il y a souvent plusieurs victimes, donc il faut parler, il faut échanger, de manière à pouvoir retrouver le bonheur, j'allais dire, même si le mot est fort, le bonheur de la justice et le bonheur de la reconstruction, voire de la résurrection. Cette victoire, c'est la vôtre, les gars. Et pour le coach, Pipip. En tout cas, ce sera pas grâce à Echevarria. Putain, lui, la paix, il fait ce qu'il peut, le petit PD. Oh, personne dit toi. Ici, je veux du respect.
Ça te dirait de sortir avec moi? Ouais, ok. C'est moi qui suis de mauvaise foi? Mais qui est d'astreinte? On est en sous-effectif. C'est quoi ça? Dispute. Bernard, il y a ton fils qui te regarde, tu veux pas lui faire la peine? Génial. Je suis hyper content que ce soit lui qui nous chaperonne au rugby. T'es en regard avec une fille? C'est bon ça! On va s'arrêter de pisser. Maintenant? Chut. Allez, fais pas ton timide. Laisse-toi faire. J'ai été violé quand j'étais petit. Attends, on a un secret là, tous les deux. Je veux plus aller au déplacement avec Dilou. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le rugby? Quand on commence, on termine. Voilà. Puis que j'entende pas que vous n'obéissez pas à Dilou. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, des fois, je vais voir tes matchs avec tes gamins. Et le petit ailier gauche, il me fait un peu penser à toi. T'es beau. Tu sais pas comme t'es beau. Me touche pas. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il y a? Avant, tu me racontais tout. Ah, tu es là, mon grand. Tu venais me voir et puis tu me disais ce qui allait pas dans le creux de l'oreille. Il paraît que Dilou est un peu déprimé. Pourquoi tu me parles de Dilou? Tu m'as jamais dit pourquoi vous vous voyez plus. Bon, écoute, t'as tout gâché. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu remets la tienne, s'il te plaît. Oh, tu me touches pas, toi. T'étais pas comme ça avant. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Me touche pas! César, je crois que j'étais comme toi quand j'étais petit. César, il faut que tu parles. Pourquoi tu me demandes de parler, toi tu parles pas? Seb, ce gamin-là, tu le sauveras pas si tu te sauves pas toi-même. Hein. Régis. Ok, on va faire un deal tous les deux. Je parle et tu parles. Viens me chercher, après le rugby, et après Ça a duré 4 ans. César! 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 je suis tombée. Non, voilà, c'est ça, voilà, je te tiens. Un très beau film. Je demande à Aude Marc, l'auteur, Stéphanie Murat, réalisatrice, Sébastien Boyd, auteur, de venir prendre le prix Média Enfance majuscule. Patricia? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est très fiers d'accueillir Sébastien à nouveau et très fiers de primer à nouveau un travail, en dehors du fait que c'est une fiction, un travail quotidien au sein d'une association. Bravo. Un petit mot de l'un ou l'une d'entre vous. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Stéphanie Murat, je suis la réalisatrice. Je voulais déjà remercier le jury, remercier les producteurs et remercier TF1 qui a été un diffuseur suffisamment important pour que ça touche un maximum de gens, et remercier Aude qui a fait un travail remarquable d'adapter le livre de Sébastien, et surtout remercier Sébastien qui nous a donné son enfance. Ça a été une grande responsabilité et voilà, je suis très touchée, très émue et je vous remercie. Merci beaucoup. Et Éric Cantona est facile à diriger? Parce que pour l'amateur de foot que je suis, c'est juste, c'est un dieu. Et on oublie le footballeur complètement. C'est un remarquable acteur. Ouais, c'est un remarquable type. C'est quelqu'un de formidable, quelqu'un de droit, de loyal, d'honnête, de sincère. C'est vraiment quelqu'un de rare. On n'a pas l'occasion de rencontrer des gens comme ça, et il a été investi très tôt, et avec Sébastien, ils ont eu une vraie rencontre, et Sébastien était avec nous sur le tournage beaucoup. Pas pour les moments délicats, parce que je pense qu'il était trop pudique, et moi-même j'avais trop peur de sa présence, mais sinon il était pratiquement là tout le temps avec Éric, et on a formé un bon trio, j'ai l'impression. Sébastien, un petit mot sur cette complicité avec Éric Cantona, cette rencontre. C'est quand on est sportif, c'est quelqu'un qu'on idolâtre un peu, non? Oui, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, j'ai tatoué sur l'avant-bras, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Et je ne pensais pas qu'un jour j'allais coacher Éric Cantona. Donc ça a matché en plus entre nous. On a
quand le producteur m'a demandé qui c'est que tu imagines incarner ton rôle, je lui ai dit je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais je pense qu'on a le même caractère. Eric Cantona. Et quand il m'annonce qu'il a accepté ce rôle, effectivement, bon, je confirme, on a le même caractère. mais voilà, je ne veux pas rajouter ce qu'elle a. Voilà, c'est une super personne. Humble, très accessible en plus, parce que j'ai eu la chance que ce film soit tourné à Dax, chez moi, dans les Landes. Et donc, bien sûr, c'était l'événement d'avoir Eric Cantona dans les rues de Dax. Habituellement, il y a du monde pour les férias de Dax, mais là, Eric Cantona, ça menait aussi beaucoup de monde. Et il a été accessible avec vraiment toutes les personnes qui sont venues le solliciter. Au-delà de la rencontre avec Eric, voilà, je voudrais remercier bien sûr toute l'équipe d'avoir rendu visible l'invisible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléfilm, l'objectif, c'était qu'il rentre dans un maximum de foyers. On a eu l'énorme chance d'avoir TF1 qui le diffuse. C'est plus de 5 millions de téléspectateurs. Le 119, pendant 3 jours, suite à la diffusion, a pris 20% d'appels supplémentaires. Le soir même, on recevait plus de 500 hommes victimes qui n'avaient jamais parlé. Et on a dû d'ailleurs renforcer notre équipe avec une psy supplémentaire, tellement qu'on avait de témoignages qui affluaient. Donc on a, voilà, il a rendu visible l'invisible. Ça a été très dur pour mes parents aussi, mais ce téléfilm m'a permis aussi de vivre le plus beau jour de mon passé. Malgré 4 années de viol, 5 années de viol subis et 18 années de silence et d'autodestruction, j'ai ce procès, le 29 mai 2013, qui le condamne et qui me nomme de victime. En sortant de ce procès, j'avais déjà gagné 60% de ma résilience. Et aujourd'hui, cette résilience, je pense qu'elle est palpable. Je peux parler assez aisément de ce qui m'est arrivé. Et voilà, grâce à ce téléfilm, j'ai pu revivre ce moment du procès et où j'avais fait une anesthésie émotionnelle depuis mes 11 ans et demi, où au sortir du procès, j'ai pu, toutes les sensations que j'avais de haine, j'ai récupéré mes larmes sur mon visage et les émotions. Donc c'était extraordinaire cette journée. Je crois qu'en plus il y a eu une plaidoirie qui est exemplaire, avec beaucoup d'énergie de l'actrice. Et voilà, c'était magique et ça laissait les gens, ils n'étaient pas indifférents. Et ça a été voilà, un très très bon souvenir. Un petit mot quand même sur enfance majuscule. Aujourd'hui, vous êtes écrit en majuscule, la protection de l'enfance est en minuscule. Et elle se dégrade malheureusement de jour en jour, on le voit. On est quotidiennement sur le terrain, puisqu'on est plus de 35 salariés aujourd'hui à intervenir quotidiennement sur le terrain. On a fait près de 3000 interventions pour 90 000 bénéficiaires à l'année dernière. Ce que je peux vous dire que c'est le bordel. Et ça m'attriste parce que on fait un pas en avant quand un livre sort, quand une actrice sort du silence, quand un téléfilm sort, on fait un pas en avant avec le gouvernement. Et 2 mois après, on fait 3 pas en arrière. Et aujourd'hui, l'ASE manque d'effectifs, même si le gouvernement veut mettre des moyens, mais il ne se donne pas le moyen d'entendre et d'écouter toutes les victimes qui se libèrent. Tous les jours, nous, on fait un signalement tous les 2 jours. Tous les jours, on reçoit des victimes. Tous les jours, on signale, et derrière, on recule. Donc ça, c'est pas normal. Et dans le milieu du sport, ça bouge ? Alors, le milieu du sport est souvent décrié, et je suis très étonné de ça, parce que c'est le milieu qui fait le plus pour la protection de leurs enfants. Alors bien sûr, il crée des victimes avec la promiscuité qu'il peut y avoir entre le rapport entraîneur-athlète. Il y a aussi quelque chose qui est pas à la marge, c'est qu'aujourd'hui 50% des violences sexuelles sont commises de mineurs sur mineurs. Ça, on l'oublie trop souvent. Et le sport a mis en place des contrôles d'honorabilité pour éviter qu'un prédateur qui, une fois purgé sa peine, revienne dans le champ sportif et reproduise les actes pour lesquels il a été condamné. Il y a les actes de bizutage qui sont à 90% en connotation sexuelle. Mais le sport investit dans cette protection et le sport, c'est un bel outil pour détecter, pour former, pour prévenir et pour réparer. On se sert du sport comme outil de résilience aussi. Et donc voilà, le sport a ces valeurs-là aussi, même si dans ce milieu, il y a des problèmes, comme dans tous les milieux où il y a des enfants. Bernard. Et dans le milieu du sport, ça bouge ?
Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites quand même. Oui, j'étais peut-être un peu long, désolé. D'abord, merci beaucoup pour ce travail remarquable. Une fois de plus, on voit bien que toutes les histoires, les fictions sont vraies puisqu'on les a inventées. C'est quelque chose qui a été dit comme ça. On ne peut pas inventer quelque chose qui n'a pas une réalité profonde. Donc c'est une fiction qui reste très proche, bien sûr, de faits importants dont vous nous parlez très bien. Il y a des phrases formidables. Mais j'en cite 3. Avoir honte devient une deuxième nature. C'est incroyable. La honte a changé de camp. Le silence, le meilleur allié des prédateurs. Tout ça, on le savait déjà, mais ça vient dans ce film avec une force que je trouve particulière. Mais ce que je voulais dire, c'est 2 choses. Il y a quelque chose qui rejoint le document précédent, la question de savoir si on ne peut parler ou est-ce qu'on parle surtout à ceux qui ont vécu ou qui sont en train de vivre quelque chose comme soi-même. Et ça marche aussi dans les 2 sens, là. Parce que quand un âne ne pourra parler que parce qu'on sent que l'enfant est tout proche de parler lui-même, il va parler pour l'aider à parler. Et peut-être que l'enfant ne peut parler, ne parlera que parce qu'il sent que quand on a vécu la même chose. Donc c'est très émouvant. Et puis alors votre témoignage à vous, ça m'a fait penser, il y a une phrase de Tom Robbins, tout à fait irrationnelle évidemment. It's never too late to have, parce que vous avez parlé de résilience, moi je préfère le dire autrement. It's never too late to have a happy childhood. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. On ne peut pas changer les événements qu'on a vécus, mais même quand on a vécu des choses terribles, on voit qu'on peut changer la relation qu'on entretient avec les souvenirs de cette enfance terrible, se réconcilier, apaiser, tranquilliser des souvenirs précoces. Un grand bravo. Merci Bernard, bravo. Merci. Bravo à vous pour ce très beau film. Et on va lancer maintenant le prix du documentaire tourné en France, avec un prix pour Ne le dis à personne, leur combat contre l'inceste. Clémence Badaud, qui a réalisé Production Éléphant et compagnie, et diffusé sur TF1. Oui, c'est un documentaire qui met en avant tout le problème de l'inceste. C'est enfin un sujet dont on parle, mais je reprendrai ce que disait Sébastien. C'est un sujet dont on parle parce qu'il y a de l'actualité. On en a beaucoup parlé il y a très longtemps et puis c'est retombé dans l'ombre. Et j'espère vraiment que ces documentaires, le fait qu'on en parle de plus en plus, fera en sorte que ce traumatisme maximum qui est infligé aux enfants soit connu, reconnu et qu'on puisse enfin prendre conscience de ce qu'ils vivent vraiment. On écoute Christine Nascoli, qui est psychologue clinicienne, et on regarde un extrait. Une enfant tire sur un fil, et c'est toute la pelote serrée d'une pathologie familiale grave, incestueuse, qui se dévide. Encore faut-il que cette enfant soit crue, encore faut-il qu'elle soit entendue, que les adultes qui l'entourent recueillent sa parole et lui restituent son histoire dans sa vérité. Ce documentaire magnifique est comme une tragédie grecque où chaque acteur a sa place, où les adultes, professionnels ou pas, les parents, la fratrie, les policiers, le procureur, les avocats, les psychologues, ont un rôle à jouer pour que peu à peu l'histoire apparaisse dans toute sa crudité. Un peu comme dans une symphonie où chaque musicien se doit de jouer de façon tout à fait précise et rigoureuse son morceau afin que l'harmonie de la musique puisse arriver. Une fois encore, un documentaire comme celui-ci souligne l'importance de la parole face à l'indicible, l'importance de pouvoir recueillir les récits, l'importance d'en faire quelque chose, et celle encore plus grande d'avoir des réponses à plusieurs voix, des réponses complémentaires. Tous les membres du jury ont été d'accord face à l'émotion très forte de cette histoire, une histoire rude mais belle, ont été tous d'accord pour donner un prix à ce documentaire. C'est une petite fille qui est très forte. Elle a su garder ce secret bizarre, comme elle le disait
en elle pendant plusieurs mois. Même encore aujourd'hui, je me dis, mais c'est hallucinant que du haut de ses 7 ans, voilà, elle ait eu ce courage, cette intelligence, cette logique de le dire, quoi. Et je disais surtout ne le dis à personne. Et il le répétait à chaque fois. Il disait pas pourquoi. Du coup, je me suis dit, je vais le dire pour savoir si c'est grave ou pas. Du coup, je l'ai dit à maman. C'est une petite fille très intelligente. Elle est pétillante. Elle est pleine de vie. C'est un petit bonbon, cet enfant. Cette petite fille a levé le secret lourd de toute cette famille et elle a sauvé tout le monde, ouais. Est-ce que c'était difficile de faire ça? Un peu. C'est pour ça que je voulais pas le dire de base, parce que j'avais peur. Je voulais pas qu'il aille en prison. La parole de Zoé, qui malgré l'horreur vécue, vient avec le sourire et s'exprime tellement bien. Dès le début, en fait, on sent que ça va être une affaire particulière. Jamais je referais un truc comme ça à ma fille. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas chez papa? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Dès qu'on est tout seul, ouais. Il me montre son kiki. Des fois, il met son doigt dans mon trou. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe, toi, maintenant que tu en as parlé? Je voudrais qu'il arrête. Oui, c'est normal. Et toi, tu voudrais qu'il aille en prison, papa? Non. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il lui arrive? Juste qu'il y ait une amende. Donc on croit qui? On vous croit vous ou on croit votre fille? Si vous avez craqué à un moment donné et que vous faites des bêtises avec votre fille, il faut le dire. Parce qu'à un moment donné, il faut penser à elle. Et là, je vois ma fille vous dire ça, je vous dis, même moi je vous dis, c'est pas des mensonges ce qu'elle vous dit. Voilà, donc si c'est pas des mensonges, je me suis... Mais de là, mais je comprends pas pourquoi elle m'accuse moi, son père, je donnerais ma vie pour ma fille. Vous croyez que ça me fait quoi de voir ma fille en train de dire ça? Donc votre fille ment, votre sœur ment, tout le monde ment sauf vous. Ça y est, c'est plus ton père. Je demande à Clémence Badaud, auteure-réalisatrice, Amandine Stelletta, monteuse, et Jérémy Drieux, rédacteur en chef, de venir prendre ce prix bien mérité. Clémence, tu vas dire un petit mot? Clémence qui, ça c'est pour détendre un petit peu, hein, qui a eu une excellente formation puisqu'elle a commencé avec le magazine de la santé. Voilà, voilà. Il n'y a pas de hasard. Hein. Bah, je suis content, après tant d'années, qu'on puisse te récompenser. Je suis un peu émue. C'est mon premier prix. Et j'ai une pensée émue pour les 3 enfants qui m'ont fait confiance. Et c'était vraiment pas facile de les convaincre, de me parler et puis de s'exposer comme ça. Ils sont hyper heureux qu'on ait eu ce prix. Je pense que pour eux, au-delà de parler à leur mère qui les ont crus, aux policiers qui ont été extraordinaires, à la justice, pouvoir rendre ce sujet public, l'idée qu'ils puissent aider d'autres enfants à rompre le silence, ça a été très constructeur pour eux. Et ça a sans doute jeté les bases, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi d'un point de vue psychiatrique ou psychologique, mais d'une reconstruction possible. Et en tout cas, aujourd'hui, Zoé est partie au Japon, ce qui était son rêve, la petite fille du film, avec sa maman, dont elle se rapproche énormément, après lui en avoir voulu, puisque c'est elle qui a révélé le secret.
Théo passe son bac pour la 2e fois, mais ça arrive au meilleur. Et l'année dernière, c'était compliqué pour lui de l'avoir, mais cette année, il va l'avoir. Et puis Aurélie est dans un projet de maternité qui était impossible pour elle jusqu'à présent d'imaginer. Voilà, donc je pense que ce prix, c'est pour eux surtout. Comment tu as réussi à les convaincre ? C'est dur, mais je crois que c'est vraiment l'idée du témoignage, en fait, de se dire qu'il n'y a que par des personnes qui ont vécu la même chose que vous, qui puissent vous comprendre et que ça peut libérer la parole des autres. Je crois que c'est le seul argument qui les a débloqués. Bernard. D'abord aussi un grand bravo. C'est un document, je pense que tout le monde y a été ultra sensible. Christina Scoli le disait bien tout à l'heure dans la vidéo, il y a un déroulement du fil de la parole, une logique de la parole très impressionnante. Bon, vous nous redites des choses qu'on dit toujours, mais qu'on ne sait jamais assez. Je le redis, j'en profite là. Un Français sur 10 victime d'inceste, la moyenne à 9 ans au début des faits, la moitié des victimes qui pensent que l'autre parent ne les a pas suffisamment protégées, les affaires qui n'arrivent devant la justice que 16 ans après les faits. En fait, tout ça, on a un peu ça en tête et on l'a pas assez quand même. Donc ce film le redit avec force et c'est vraiment très très important. Voilà, mais ce qu'on a vu dans l'extrait aussi, c'est « Je ne voulais pas qu'il aille en prison ». C'est-à-dire que les enfants maltraités protègent beaucoup les personnes qui les maltraitent. Et c'est une des grandes difficultés, bien sûr, de la découverte de la maltraitance. Et là, on a, je trouve, dans ce film, je disais tout à l'heure, logique de la parole, une espèce l'anatomie d'une enquête, comme on pourrait dire. C'est-à-dire, il y a un rythme très particulier. C'est-à-dire que bien sûr c'est elle qui va déclencher, mais il faut aussi féliciter les adultes qui ont entendu ça, qui ont rebondi ni trop vite ni pas trop vite. Il y a une espèce de synchronie incroyablement efficace qui se fait entre le début de ce qu'elle dit et puis le chemin jusqu'au procès. Vous nous montrez ça superbement. Un grand merci. Merci et bravo. Bravo à tous les trois. Merci beaucoup. On va avoir des mentions ex aequo maintenant d'abord pour un silence si bruyant, on reste dans le même domaine. Alors les auteurs Emmanuel Béard et Anastasia Mikova, réalisatrice Emmanuel Béard et Anastasia Mikova, production Haut et Court Doc, ça a été diffusé sur M6. Oui, alors dans le document d'avant, il s'agissait donc de Zoé, d'une petite fille qui ose parler. Et là, on est face à des adultes qui n'ont pas forcément osé parler, qui sont emmurés dans leur silence parfois pendant des dizaines d'années. Et c'est toujours extrêmement douloureux de voir à quel point l'inceste, encore une fois, bloque, ferme les portes, ferme les esprits et empêche les victimes de parler. Donc, chacune à tour de rôle, on va le voir dans les extraits j'imagine, mais dans le film en général, chacune à tour de rôle exprime à chaque fois ses difficultés à pouvoir parler et à exprimer ce qu'il y a de plus douloureux au fond d'elle-même. C'est Claire Brisset, qui est journaliste, ancienne porte-parole de l'UNICEF, ancienne défenseur des enfants, qui va commenter ce choix et avec un extrait. Les personnes adultes qui ont été dans leur enfance victimes de violences sont souvent murées dans le silence. Et c'est ça que ce film montre très bien. Alors là, c'est une violence particulière, puisque c'est une violence sexuelle, celle de l'inceste, qui peut, on le sait maintenant, durer toute la vie. Or, on sait aussi que la parole libère. Et c'est ça que ce film montre, et le montre vraiment avec la sensibilité des co-réalisatrices, dont Emmanuel Béard, qui a su s'effacer derrière les victimes. Et ces victimes parlent et elles expliquent aussi la difficulté de la parole et aussi le côté salvateur de la parole. Et c'est ça que moi je trouve très intéressant dans ce film. On ne peut pas guérir d'une blessure pareille, qui est une blessure singulière. Les blessures sexuelles sont singulières parce qu'elles atteignent la personne dans son intégrité, dans son intégralité. Et
ça, on le voit très bien à travers ce film. La difficulté de reprendre vie après. Et ça, c'est pas possible tant qu'on n'a pas parlé. Et je pense que ce film le montre vraiment très bien. C'est pour ça que je trouve que c'est un film qui mérite sa place parmi les lauréats de notre jury. Norma, Joachim, Pascal, Sarah et sa fille. Ils ont 11 ans, 28 ans, 38 ans et 52 ans. Et je me dis, leurs histoires nous disent les ravages de l'inceste au fil du temps. Ce voyage sera aussi celui de leur bataille. Face à la justice, face au mutisme de la société, pour avancer, pour se reconstruire. Parce qu'un enfant blessé peut devenir un adulte combatif. C'est ce que nous sommes aussi. Nous ne voulons plus de ce silence si bruyant. Aujourd'hui, je peux parler de l'inceste que j'ai subi quand j'avais 8 ans et demi. Il m'a fallu plus de 20 ans pour pouvoir en parler. Pendant 20 ans, c'était l'enfermement, c'était la honte, c'était la culpabilité. Il m'a pris beaucoup de choses. Il m'a pris mon innocence, mes rêves, enfin, une partie de ma vie. Il a pris tout, puis il est parti avec, quoi. Je suis Catherine. J'ai été violée, incestuée par ma mère. Elle me prenait dans mon lit, elle me portait jusqu'au lit conjugal et elle me violait. C'est avec ça qu'on vit aussi. C'est un abîme intérieur, c'est plein de choses qui sont difficiles à décrire. Ça m'arrive des fois de le croiser dans la rue. Et là, je suis complètement figée. Je peux plus rien faire. Je me haïssais, je me dégoûtais. Toute ma vie est consacrée à cette guérison. La moitié de moi était morte. Je me dis que je suis en train de foutre la merde, je suis en train de... des addictions. Ça fait éclater les familles. Pas de sexualité, pas d'enfants. La justice, elle m'avait abandonnée et... Il faut parler. J'avais plus personne pour m'écouter. Parce que les mots délivrent. Parce que les mots, c'est le premier soin. Baisser mes yeux, presser le pas, se taire parce que personne ne croirait ça. Sourire un peu, juste comme ça. Mourir à petit feu au fond de soi. Briser le silence, il faut briser le silence, mettre des mots sur la souffrance. Briser le silence, il faut briser le silence pour que la honte change de camp. Un silence si bruyant. Patricia, Emmanuelle Béard devait venir, mais là... Oui, alors elle voulait absolument, elle tenait vraiment absolument à venir. Elle a eu un grave problème familial. Et on va voir, elle nous a envoyé un extrait, enfin une vidéo pour participer quand même ce soir et être avec nous. C'est quelqu'un, dans ce film qu'elle a porté beaucoup, elle s'est vraiment effacée. C'est quelqu'un de très connu, Emmanuelle Béard. Et ça n'est pas un film pour Emmanuelle Béard, qui parle d'Emmanuelle Béard. Elle s'est vraiment effacée derrière toutes les victimes. Et c'est en ça que ça nous a beaucoup touchés. On l'écoute. Bonjour à tous. Je peux malheureusement vraiment pas être là pour des raisons familiales, mais je voulais vous remercier, vous dire à quel point ce prix venant de votre part nous touche, à quel point il est important qu'on continue à travers les films, les livres, la parole, que la parole puisse continuer à se déployer, continuer, que nous tous puissions prendre le relais pour continuer à porter cette parole. Voilà, nous sommes
infiniment touché Anastasia, Emma qui a produit le film et Anastasia qui l'a co-réalisé. Et je vous embrasse et je suis encore une fois tout à fait désolée de ne pas être avec vous. Voilà, et on va demander à David Moreau, qui est le compositeur de la musique du film, de bien vouloir descendre, prendre ce prix. Bonsoir. Bonsoir. Un petit mot au nom de toute l'équipe. Oui, en effet, comme on vient de l'entendre, Emmanuel et toute l'équipe, ils sont infiniment touchés par ce prix. Et ils m'ont demandé de venir le prendre pour elle. Ça a été une aventure extraordinaire pour moi. J'ajoute juste ça pour ce film. Moi, j'écris de la musique pour le cinéma. Donc j'écris de la musique pour de la fiction. Même si, bien entendu, comme ce que vous disiez tout à l'heure, la fiction a toujours évidemment lié à la réalité, évidemment. Mais là, écrire de la musique et sur ces témoignages-là, d'avoir ces personnes qui sont très courageuses, était pour moi une très grande responsabilité, de ne pas trahir ces témoignages. Donc j'ai essayé de composer une musique qui cherchait à écouter ces paroles, à ne pas venir envahir. Il n'y avait pas à créer de surdramaturgie sur ces récits. Donc il s'agissait plutôt de se mettre en creux et d'accompagner. Et le but était j'ai joué donc tous ces pianos en essayant de me souvenir que les pianos le piano est toujours là en fait dans les maisons. Il y a toujours un piano droit. Et il était le témoin. J'avais cette imagination qu'il était toujours le témoin de ces drames. Les enfants jouent souvent du piano. C'est un instrument qui est très courant, qui est très classique et qu'on voit partout. Et l'idée était de composer des comptines qui ne s'achèvent pas, qui n'arrivent pas à se finir. Voilà. Puisque vous représentez le monde de la musique un petit peu ce soir, tout à l'heure on a parlé du monde du sport à travers le rugby, on va dans quelques instants parler du monde du foot. Est-ce que dans le monde de la musique, il y a une prise de conscience parce que là aussi, ce sont des enfants qui sont en contact avec des adultes et qu'on ne voit pas très bien pourquoi ce milieu serait épargné par tout ce genre de problèmes. Est-ce que c'est des choses dont on parle dans le monde de la musique ? Très honnêtement, peut-être, moi j'ai pas eu d'écho personnellement, mais je sais que dans les orchestres, ça commence à réagir. La parole se libère un peu dans les orchestres. Oui. Très bien, merci beaucoup. Un mot de Bernard. Merci à vous. Oui, mais non, mais oui, on peut l'applaudir au nom de toute l'équipe. Écoutez, puisque vous, David Moreau, vous venez d'intervenir, j'avais envie déjà de commencer par ça. J'ai été très très sensible effectivement à cette musique. Bon, la musique occupe une grande place dans ma vie personnelle, mais je trouve que là vous avez fait un travail extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une musique. Bon, il y a une musique dans le langage aussi, bien entendu, hein, et dans le langage il y a des silences aussi. Et est-ce que les mots sont là pour dire quelque chose ou pour faire valoir les silences? Et je trouve que toutes ces questions-là, vous les reprenez dans la musique. C'est une musique, c'est un peu un paradoxe, hein, une musique pour illustrer un film sur le silence, et pourtant ça marche. Hein. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que c'est une musique qui quand même nous invite à une espèce de recueillement interne qui fait creux, qui fait silence et qui marche. Bon. Alors à propos du film, je voudrais verser aussi une toute petite complexité au problème, parce que il suffit pas de dire il faut parler, quoi. C'est-à-dire que si c'était si simple, il y a longtemps que le problème serait réglé. Bon, il y a peut-être d'autres obstacles, mais enfin le problème serait peut-être réglé. Mais en fait, les mécanismes du silence sont très compliqués, hein, et très différents d'ailleurs d'une histoire à l'autre, d'un enfant à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un adulte à l'autre. On a beaucoup évoqué l'amnésie post-traumatique, j'y reviens pas. Il y a la honte et la peur, ça va de soi. Mais il y a aussi le fait que deux autres choses, c'est que les faits traumatiques peuvent être dans notre cerveau, présents, mais enfermés
dans une petite crypte qui ne communique pas avec le reste du cerveau. Et il faut parfois des années et des années pour réouvrir la crypte et faire que les choses puissent passer. C'est ni une question seulement de honte, de peur ou de mauvaise volonté, c'est aussi des mécanismes probablement très psychopathologiques assez profonds. Et puis enfin, ce qu'on appelle la narrativité, puisque parler, c'est raconter ce qui s'est passé, c'est parfois très difficile. Il y a une narrativité par le corps aussi, hein. Les chefs d'orchestre en connaissent quelque chose. Il y a une narrativité par le corps, et on raconte des choses avec le corps, avec les actes, avec les... Et puis quand il faut faire passer ça en mots, eh ben, c'est très compliqué parfois. Et c'est pas seulement la faute de l'environnement doit pouvoir tenir compte de tout ça et aider. Mais voilà, il faut savoir que pour aider, il faut aider sur des plans très différents. Et puis je trouve que ce film-là, il se trouve qu'il y a quelques jours, Patricia Chalon et Jean-Pierre Rosenzweig qui sont là, qui est là aussi, et sont venus à l'Institut contemporain de l'enfance pour parler de la protection de l'enfance. C'est vrai qu'il ouvre de grandes questions. Excusez-moi Jean-Pierre, je vais reprendre vos formulations, mais elles sont extrêmement justes. Est-ce que l'inceste est évidemment dramatiquement trop fréquent. Est-ce qu'il est plus fréquent qu'auparavant? Question difficile. Est-ce que, je reprends votre terme, est-ce que nos palpeurs sociétaux sont plus sensibles, qui fait qu'on y fait plus attention maintenant qu'à un certain moment? Tant mieux si c'est le cas, mais tout ça, c'est des questions difficiles. Et enfin, et là, le film d'Emmanuel Béard le montre très très bien, c'est que ce qu'on comprend enfin, et ça change la donne, c'est que les dégâts sont des dégâts à long terme. Très très long terme. C'est pas simplement pour tout de suite ou moyen terme, c'est des dégâts pour la vie, toute la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va repartir dans le sport, dans le foot maintenant, avec la mention ex aequo pour foot et violence sexuelle, la bombe à retardement, auteur Caroline Nogueras et Fabien Touati, réalisatrice et réalisateur Caroline Nogueras et Fabien Touati, production C'est Productions, et ça a été diffusé sur M6. Oui, alors on parlait tout à l'heure de sport, de l'omerta dans tous les milieux. Et le sport, je pense, a été particulièrement lent à comprendre à quel point les enfants étaient victimes de violences, parce que dans le foot, par exemple, ou dans le rugby, comme le disait Sébastien tout à l'heure, d'abord, c'est des hommes, c'est des garçons. Ils ont beaucoup de difficultés à exprimer ce qu'ils ressentent, parce que c'est compliqué d'être un garçon, de n'être pas suffisamment fort pour se révolter, pour résister, pour être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Il y a aussi ce que tu disais, Bernard, c'est qu'il faut parler, bien sûr, la difficulté à parler est énorme, mais il faut que ça serve à quelque chose. Si en plus, avec tous les blocages, avec toutes les difficultés, l'enfant ou l'adulte qui a mis 30 ans à parler arrive à mettre des mots sur ce qui lui est arrivé et qu'il ne se passe rien, que la justice ne les croit pas, ou que c'est tellement lent que de toute façon ça ne répare pas. Donc il y a des tas d'obstacles à surmonter, et le sport en est un exemple très particulier. Pourquoi ce choix? C'est Christophe Philippe, pédiatre et pédopsychiatre et membre du jury, qui va nous l'expliquer, suivi d'un extrait. Bonjour à vous toutes et vous tous, et merci pour votre présence à cette belle soirée du prix Média 2024 de l'association Enfance Majuscule. Il me revient donc la mission de vous présenter ce bouleversant documentaire signé Caroline Nogueras et Fabien Touati, Foot et violence sexuelle, une bombe à retardement, qui témoigne d'une enquête exclusive de plus d'une année dans le milieu du football. Il a le mérite de s'intéresser autant aux petits clubs amateurs qu'aux grands clubs professionnels et de révéler des témoignages poignants de victimes, de leurs familles, mais aussi de professionnels. Autant vous dire que ces témoignages sont insoutenables et inacceptables. Ils dénoncent des prédateurs pédophiles multirécidivistes qui peuvent passer aisément sous les radars de la Fédération française de football du fait de ses dysfonctionnements en matière d'honorabilité, de ses éducateurs sportifs, de ses dirigeants, de ses bénévoles et de protection des mineurs. Ce documentaire reflète tout simplement la culture du viol et du silence dans le milieu sportif. Espérons que la loi du 8 mars 2024 visant à renforcer l'honorabilité et la protection des mineurs dans le milieu du sport sera un levier pour désamorcer rapidement le détonateur de cette bombe à retardement. Ce documentaire bien ficelé, ne laissant aucune place au doute,
ne pouvait qu'attirer l'attention du jury du prix Média d'enfance majuscule en lui attribuant une mention spéciale. Nous avons le devoir de protéger les licenciées féminines et masculines et assurer à leurs parents que lorsqu'on confie son enfant à un club de football, on le confie en confiance et en pleine sécurité. Partout où il y a des enfants se cachent des prédateurs sexuels. Le football et ses 2 200 000 licenciés, dont la moitié sont des mineurs, est l'un des milieux les plus exposés. Entraîneurs, dirigeants, bénévoles ou recruteurs, parmi eux des pédocriminels toujours en poste, malgré des interdictions d'exercer, créant le désespoir et la rage chez des mamans d'adolescents brisés. Des pédophiles, des agresseurs sexuels sont au milieu de nos enfants et entraînent nos enfants. Donc maintenant, ça suffit. Nous avons découvert avec effroi que les contrôles des bénévoles au contact direct d'enfants étaient très insuffisants, avec des dirigeants de clubs permissifs, voire complices. Mais ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille, le fait qu'on lui enlève sa première licence? Mais on l'a pas su. On l'a pas su, madame. Personne ne nous a rien dit. Malgré les actions du ministère de la Jeunesse et des Sports, des trous dans la raquette persistent et inquiètent. Tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, n'aurait pas dû arriver. Pendant 1 an, nous avons enquêté sur les violences sur mineurs dans le sport, avec un constat effrayant, 1 enfant sur 7 serait concerné. Je suis désolé, j'ai pas le temps de vous consacrer et passez mon numéro. Monsieur, franchement, j'ai pas envie d'en parler, s'il vous plaît. Là, vous êtes en train de me poser des questions, j'ai pas envie d'en parler. Omerta, intimidation et révélation sur les manquements des instances qui poussent des citoyens à faire eux-mêmes la police. Ça m'amuse pas de traquer un mec comme ça, c'est pas à moi de le faire. Ça, clairement, c'est pas à moi de le faire. À travers des témoignages inédits d'enfants victimes, de parents et de pédophiles, nous allons vous dévoiler les failles d'un système qui permet à des agresseurs de s'immiscer auprès de jeunes sportifs en toute impunité. Demain, vous faites votre reportage, là, ça va pas être oublié, je vais vous en trouver des centaines et des centaines. Et j'en suis bien sûr. Et je demande donc à Caroline Nogueras et Fabien Touati de venir nous rejoindre pour que l'hôtesse remette le prix. Merci beaucoup. On est extrêmement touchés avec Fabien de recevoir ce prix. Alors, on va d'abord remercier bien évidemment ceux qui nous ont suivis dans l'aventure. Émilie Bourdon, qui est là, notre productrice, qui, dès mon premier coup de fil, m'a dit « on va y aller, on va trouver une solution, on va le produire ». On a mis du temps à trouver la case, on vous cache pas, mais on l'a trouvé. Bref, et tout, Jean-Marie Tricot qui n'est pas là ce soir, et tous les gens qui nous ont accompagnés pendant 1 an. Ça a été, je pense, l'une des enquêtes les plus difficiles de notre vie, parce que on touche à l'enfance, on touche à la sexualité, on touche aux garçons, on touche au sport collectif. Et en fait, les gens ont mis beaucoup de temps à accepter de témoigner. Du premier appel jusqu'au premier jour du tournage, il s'est peut-être passé 6-8 mois. Donc voilà, donc d'abord ce prix, il leur revient aussi. Moi, je les remercie, Fabien aussi. Et puis, j'ai une maman qu'on voit dans le film qui accepte de témoigner, qui m'a envoyé un petit mot parce qu'elle savait qu'on avait le prix. Et qui m'a dit, voilà, mon fils, donc, qui a été agressé sexuellement par son entraîneur, qui était un multirécidiviste, je précise, et qui a passé 10 ans au sein de ce club à Annecy, eh bien, ce garçon, grâce au documentaire, a libéré la parole. Il y a eu un procès après notre film. Ce monsieur multirécidiviste est parti cette fois-ci pour 11 ans de prison, on l'espère. Et ce garçon, en fait, il a écrit un long témoignage, donc je ne l'ai pas pris ce soir parce qu'il est trop long pour vous le dire, mais il dit, voilà, j'ai 12 ans et j'ai été victime d'une agression sexuelle, je veux que ça se sache, je veux que les gens parlent, et j'aimerais voilà, que ce film serve à quelque chose. Donc voilà. Et puis ne pas minimiser, c'est une grosse enquête, certes il y a les témoignages, mais on a travaillé énormément pour rentrer dans les rouages de la loi, et rentrer jusqu'au plus haut niveau de l'État, et on a découvert jusqu'au plus haut niveau de l'État des choses absolument abominables. Donc voilà.
Merci pour tous les enfants. Et Fabien, un petit mot, la Fédération française de foot, quand vous êtes allé les voir, ils vous ont dit quoi? Mais en fait, la fédération, c'est pas vraiment eux qui sont à blâmer, c'est plutôt le ministère, parce que eux, ils aimeraient faire plus de contrôle. Simplement, pour l'instant, on les en empêche parce que les moyens qu'on leur donne sont insuffisants. Donc c'est plutôt du côté du ministère, nous qu'on s'est tourné, c'est ce qu'on dénonce d'ailleurs dans le documentaire, c'est plutôt le ministère et pas la fédération. La fédération a plutôt coopéré avec nous et c'est elle qui nous a donné les chiffres. Et les chiffres, ils sont édifiants puisqu'on dit quand même que 90% des bénévoles au contact direct d'enfants ne sont pas contrôlés. Donc, et ça change? Ça change doucement, mais non, il y a ce qu'ils disent et puis il y a les faits sur le terrain. Donc, mais nous, ce qu'on voulait aussi vraiment montrer, c'était que ça touchait les garçons dans les sports collectifs, parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires ces dernières années, mais qui ont concerné des jeunes filles dans les sports individuels. Et dans le foot, il y a le foot féminin qui prend de l'ampleur aussi. Donc, voilà, mais chez les garçons, il y avait quand même beaucoup moins d'affaires. Et d'ailleurs, nous, on s'en est rendu compte au début de notre enquête. On s'est intéressé à plusieurs sports. Et au départ, on a réussi à convaincre assez rapidement des jeunes filles de nous parler. Dans l'équitation, dans la natation, de nous parler face caméra. Ces jeunes filles en avaient parlé auprès de leur famille. Et elles nous en ont parlé assez librement. Dès qu'on a mis les pieds dans le foot, ça a été au début l'omerta totale et à un moment on a failli abandonner en fait parce que, comme a dit Caroline, on a mis 10 mois avant de tourner notre première interview, avant de convaincre des garçons de nous parler. Donc là on s'est rendu compte vraiment de l'omerta et ça n'a pas encore changé, c'est encore extrêmement présent. Bernard. Merci beaucoup. Oui, omerta, ça vous l'avez dit 2 fois, Patricia l'a dit 1 fois. D'abord, le premier grand mérite de votre film, c'est effectivement de rompre avec cette omerta, et c'est évidemment pas facile. Mais votre film, je ne sais pas comment dire, il est à la fois énorme et il pose des questions très complexes. Alors parce que dans un premier temps, on est révolté. Je veux dire, vous le dites fermement, c'est révoltant. Il y a une position de pouvoir, il y a une injustice révoltante. Les adultes abusent de leur position de pouvoir. Il y a une dissymétrie, bien sûr, entre l'agresseur, l'agressé. Enfin, tout ce qui fait, on est absolument révolté. Mais là, quand même, la question très compliquée, c'est cette absence de contrôle, cette faille à tous les niveaux. Qu'est-ce qui se passe quand même pour qu'on en soit là, je veux dire, là, vous ne pouvez pas apporter une réponse complète à cette question qui est énorme. Et alors, je ne veux pas ramener plus de complications parce que je suis psy, mais je veux dire, ça devient impossible, quand on a fini de voir votre film, de se dire, mais il y a quand même une ambivalence généralisée des adultes envers les enfants. Je veux dire, on est là pour protéger l'enfance, on est là pour faire un prix, on est là pour essayer de lutter tous les uns les autres contre la maltraitance, mais il faut aussi aller voir ce qui se passe dans la tête des adultes quand même. À quoi s'attaquent les agresseurs? Bon, ben, c'est déjà un problème en soi. Peut-être qu'ils s'attaquent à l'enfant qu'ils ont été ou qu'ils ont peur d'avoir été. Mais à quoi s'attaque notre organisation sociale qui ne protège pas ces enfants-là alors qu'elle le sait? Je veux dire, là bon, c'est pas la tâche de votre film de régler ça, ce serait plutôt la mienne avec mes collègues, mais là on a un énorme boulot quand même. Qu'est-ce qui fait que cette ambivalence reste aussi forte alors qu'on sait tout ça, que vous nous le montrez, l'abcès se crève et ça ne bouge pas? Et on engage des gens dont on sait qu'ils ont déjà attaqué les enfants et on recommence et c'est pas à moi de le voir. C'est vraiment, je veux dire, je serais mort avant que ça s'arrange, mais ce serait un de mes regrets quand même. Voilà. Est-ce que, juste un mot, dans votre enquête, vous avez vu ce qui se passait dans d'autres pays en Europe, par exemple? Est-ce qu'on est très en retard par rapport à d'autres pays? Alors, il y a des gros... Alors oui, vous parlez de l'Europe. Je sais qu'il y a des grosses enquêtes qui ont été faites en Afrique, notamment, où alors là, c'est tout et n'importe quoi. Il y a quelques années, il y avait un de nos confrères qui avait déjà fait un documentaire sur ce qui se passait en Angleterre. Il y avait aussi un gros réseau pédophile dans le foot en Angleterre. Je pense qu'on est un petit peu en retard, mais de manière générale, je pense qu'on est en retard. Voilà, donc il faut que ça bouge au niveau européen. Merci, merci et bravo. Bravo à tous les deux. On va terminer avec le dernier prix, c'est le documentaire tourné à l'étranger. Et là aussi, mention ex aequo. Et on va commencer par
Éclat d'enfance, auteur Simon Lorrain-Villemont, réalisateur le même. Production Final Cut for Real et diffusion sur Arte. Alors, chacun le sait, l'Ukraine est en guerre et de nombreux enfants, comme dans tous les pays, sont recueillis dans des orphelinats. On a voulu montrer qu'il était quand même possible, malgré tout, d'essayer d'être bien traitant face à la justice qui leur était faite, même si les conditions sont parfois extrêmement difficiles, et que c'est une impuissance, souvent, dans les orphelinats, à répondre aux besoins qui sont les leurs, puisque l'injustice existe de base et que rien ne peut y répondre. Philippe Lamaison, artiste plasticien, membre du jury, et un extrait. Bonsoir à tous. Pour cette édition 2024, les jurys du prix Média, réunis par Enfance Majuscule, ont tenu à distinguer particulièrement par une mention le documentaire étranger A House Made of Splinters, réalisé par Simon Lorrain-Wilton et que Arte a diffusé en février 2023. Le titre traduit en français de ce documentaire est « Éclat d'enfance ». Le terme « éclat » traduit les trajectoires brisées de ces enfants placés dans une institution, un foyer qui les recueille pendant plusieurs mois, et l'état d'une société ukrainienne mise à bas par l'agression russe. Mais éclat, et c'est la polysémie du terme qui est particulièrement intéressante, c'est aussi la lumière, le rayonnement des enfants que la caméra du réalisateur a su capter en se mettant à leur niveau à des moments de joie, de tristesse, de jeu, parfois de violence. C'est donc cette mention toute particulière que les jurés ont voulu décerner à ce réalisateur, car à l'intérieur d'eux, après visionnage de ce documentaire, a diffusé cette poésie des semaines après l'avoir regardée. Bravo au réalisateur et bonne soirée à tous. Нужно заниматься лишением родительских прав, потому что интернат – это не лучшее. Она достойна хорошей семьи, приемной, правильно? И воспитываться в нормальной семье. Угу. Хорошо, хорошо. Все, спасибо. Жду вашего звоночка. До свидания. Тут, на востоке Украины, звуки войны все еще громко разносятся в обществе. Жизнь здесь всегда была тяжелой, но война сделала все еще хуже. Много людей потеряли работу. Теперь за каждой 10-й дверью разбитая семья. Когда семья распадается из-за алкоголизма, насилия и беспризорности, социальные работники приводят детей сюда, в наш приют. Éclat d'enfance, je vais demander à Stéphane Montier, qui est adjoint de la directrice chez Arte France, de bien vouloir prendre le prix. Merci de représenter Arte ce soir.
Merci surtout au jury d'avoir récompensé ce film. On est évidemment très heureux. L'équipe danoise n'a pas pu venir. Alors c'est le diffuseur qui vient. Donc dans la dramaturgie de la soirée, c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai que ce film, il nous a aussi beaucoup touchés. Ce que ne montre peut-être pas assez le trailer, c'est que le tournage s'est vraiment fait à hauteur des enfants. Et tout ce qu'on voit, même le travail du personnel de ces foyers de protection de l'enfance ukrainiens, est perçu à distance comme un regard d'enfant à distance qui écoute les conversations téléphoniques et ce qui va souvent leur advenir aussi. Donc c'est très touchant. Et ce qui est terrible, c'est que on sent que les parents ne parviennent plus à s'occuper de leurs enfants, c'est pour ça que les enfants sont là, et que souvent les enfants deviennent un peu les parents de leurs propres parents, c'est-à-dire qu'il y a une force chez l'enfant à la fois de vouloir retrouver sa famille à coûte que coûte, et en même temps une lucidité, savoir que ce ne sera pas possible. Et il y a des moments dans le film qui sont poignants parce qu'on va demander à un enfant, bon, ce ne serait pas le moment de penser à aller dans une famille d'accueil, et l'enfant dit si, sans doute. Et donc de renoncer probablement à l'enfance à laquelle il avait rêvé. Donc c'est un film qui est effectivement très, très fort, et il faut donc saluer le travail de Simon Lering-Villemont, qui a fait pas mal de foyers pour trouver celui dans lequel il y a un peu de positif quand même. Alors, ce film est particulier parce qu'il a été tourné en 2019-2020, donc avant le conflit qu'on connaît, mais dans une région qui était déjà en proie donc on est aux limites du Donbass, et donc la guerre n'est pas loin. Donc, mais depuis, évidemment... Ça s'est généralisé. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça le drame, il est là. Bernard. Oui, merci de ces quelques mots, puis surtout merci du film, qui est vraiment bouleversant. Enfin, je pense qu'on l'a senti même sur cet extrait, tout à fait bouleversant. La musique est magnifique, mais bon, le film en lui-même, évidemment bouleversant. Éclat d'enfance, c'est très beau, hein, parce que à la fois ça brille, des éclats, mais c'est des morceaux. Hein. Et comment, alors bien sûr, il y a un peu de vie, il y a un peu de brillance, il y a un peu de lumière, mais comment on va rassembler les morceaux pour reconstruire un enfant, une maison, sur une situation qui est désastreuse, évidemment, mais qui est la source, surtout, je crois, de désastres transgénérationnels à long terme. Hein. Comment ces enfants eux-mêmes vont devenir parents, qu'est-ce qu'ils feront de leurs propres enfants. Enfin, on est dans des désastres sur plusieurs générations qui sont vraiment dramatiques. Et vous parliez de qui est le parent de qui. C'est très beau l'hypermaturité précoce, mais c'est très coûteux psychiquement. Hein. C'est extrêmement fatigant pour un enfant d'être le parent de ses parents. Et alors, vous disiez aussi, mais finalement, est-ce que tu veux y retourner ? Ce qui est terrible dans l'abandon, c'est quand on doit finalement soi-même abandonner ceux qui nous ont abandonnés, renoncer. Hein. C'est vraiment dramatique, et je pense que ça engage des souffrances et des douleurs de parentalité, je le redis, sur plusieurs générations. Là, hein. Merci beaucoup. Merci à Arte. Vous prenez le prix, vous l'enverrez au réalisateur. Et on termine avec la mention ex aequo, toujours pour ces documentaires tournés à l'étranger, pour les enfants de Las Brisas. Auteur Mariela Maldonado, réalisatrice pareil, production Invento Film, Mosaïque Film, Point du Jour, les films du Balibari avec la participation de France Télévisions, et ça a été diffusé sur France 2. Alors, il nous a beaucoup interpellé, ce film, ce documentaire, parce qu'on voit comment on peut porter des enfants, leur donner toutes les chances de réussir, faire qu'ils y croient en plus, et tout prendre d'un coup pour des raisons politiques, les faire chuter et leur reprendre tout ce qu'on leur avait donné. C'est un documentaire qui nous a beaucoup touchés. Et on reparle musique, on en avait parlé avec David Moreau tout à l'heure.
C'est Ariane Orissal, avocate, présidente de la commission des avocats d'enfants des Hauts-de-Seine, qui défend ce prix avec un extrait. Les enfants de Las Brisas est un documentaire sous forme d'une page de vie. Entre 2010 et 2020, c'est celle de 3 enfants devenus adolescents, habitant le quartier de Las Brisas au Venezuela, lesquels ont été sélectionnés pour participer à un programme d'éducation musicale fondé par le chef d'orchestre José María Abreu dans les années 70 et se nommant El Sistema. Marianela Maldonado, la réalisatrice, suit donc Dissandra, Willy et Edixon, tous vivant dans un des quartiers les plus pauvres du pays, qui s'accrochent à la vie et à leurs rêves grâce à la musique et à la pratique intensive pour chacun du violon. On les voit apprendre et voyager pour tenir cette formation particulièrement dure et exigeante et se retrouver mis à l'épreuve, souvent, pour pouvoir s'y maintenir, la compétition étant pour le moins intensive. Allégorie du sacrifice, des enfants comme de leur famille, et du rêve déçu, ce documentaire montre à quel point, malgré une volonté impressionnante, des parcours accidentés et des familles très dissemblables, ces 3 jeunes font preuve d'un courage et d'une maturité assez époustouflante pour tenir le plus longtemps possible dans la pratique de cet instrument si difficile et pour résister malgré les épreuves de la vie. Le jury du prix Média a tenu à attribuer une mention spéciale à ce documentaire, tout à fait impressionnant, car la journaliste épaule ces jeunes et d'autres, les entourant, sur une période très longue et les suit non seulement dans la pratique de l'instrument, dans la prise en charge musicale d'exception que se veut être El Sistema, mais aussi au sein de leur famille, puis dans leur quotidien de jeunes adultes, et tout cela sur fond de pays en quasi-guerre civile et dans une situation de pauvreté et de précarité grandissante. Si la musique les a tenus et leur a permis de vivre des choses exceptionnelles, ce documentaire se termine sur une note douce amère. On ne sait pas lequel a le mieux évolué 10 ans plus tard. Celui qui a tout abandonné, faute d'avoir pu poursuivre la musique, celui qui a continué malgré tout, quitte à vivre une vie d'errance, mais aussi à devoir s'exiler aux États-Unis, ou celle encore qui a voulu continuer ailleurs la musique et la pratique du violon, mais que la vie n'a pas épargné par la suite. Ce documentaire est une leçon de vie et de persévérance, mal récompensée, mais avec un ton très juste, sobre et digne. Sabes que tienes que ir a la iglesia hoy. No me vas a estar tocando más, Moisés. No me vas a estar tocando porque ya yo estoy cansada de esa música. A mí no me importa, mamá. Mire. Uno tiene que obedecer. Obedecer. Hasta ya. Esa tocadera todo el tiempo. Es como si uno entrara a un mundo maravilloso, lleno de fantasía, de emociones, de magia. Claro, eso se llama ser inteligente, señores. Que esto va a dar dinero, esto va a dar, yo siempre le digo que esto va a dar plata. Yo simplemente me voy a tocar de manera ocasional acá, agarré el instrumento y dije, no, lo que se requiere es estar siempre tocando diariamente. Yo me veo en un futuro como un solista. Yo sueño con tocar el concierto de Mendelssohn. Yo lo veo como la alegría que yo voy a sentir después que ya haya cumplido todos mis sueños. Lo que yo le digo a ella, la música para ti, Dixandra, es tu pasaporte al éxito, a tener muchas cosas que yo no te puedo dar. Chicos, ¿tienes acetaminofén? No, mami, ese ahorita está agotado. Los que no vienen, vamos a donde a colaborar con Willy, vamos, un Bolívar. ¿Por qué llora? Después se va a hacer. ¿Ya? Ya, no llores, que me hace llorar a mí. Y algo que ni en la situación del país me va a poder quitar es el amor por mi vida. Tal vez yo podía morirme. Si yo voy a morir, yo voy a morir tocando.
Je vais demander à Luc Martin Gousset, coproducteur de Les Enfants de Las Brisas, de bien vouloir descendre, prendre son prix. C'est fou parce que à chaque prix Média Enfance majuscule, en rentrant chez soi, on a envie de prendre ses enfants dans les bras. On ne sort jamais d'ici comme on y est entré, c'est sûr. Vous pouvez le prendre. Bonjour, merci. Merci au nom de Marianella Maldonado. Je pense qu'elle aurait été très contente d'être là. J'étais moi très touché. Je ferai écho de tous ces engagements dans ce prix et ces prix témoignent à la fois devant et derrière la caméra. Et je pense que ces engagements, moi que j'ai pu constater, font écho à l'engagement de Marianella qui pendant 10 ans les a filmés. Après, ça a été une aventure de 4 ans pour le monter, le financer, etc. Et je pense qu'il y a un écho entre toutes ces histoires très fortes qui sont des engagements de vie. Et voilà, je pense qu'elle serait très émue d'être là. Alors quand même, quelques nouvelles, parce que alors, moi je suis plus positif, c'est ça qui m'a un peu aussi tenu dans ce long parcours des 4 ans dans lequel j'ai participé comme coproducteur. D'abord, Willy, qui joue dans la rue, il continue entre la rue et des orchestres aux États-Unis. Dissandra, qui était partie en Colombie, parce qu'il ne pouvait plus manger et vivre, elle est revenue, elle fait des études de comptabilité et elle fait toujours de la musique, elle est revenue au Venezuela. Et Dixon, qui a son violon, a toujours son violon et il fait des études de cuisine. Et moi, je pense quand même qu'il y a un message d'espoir, c'est qu'au-delà, on parle souvent de faut avoir des rêves, faut tenir ses rêves, faut être premier, etc. Ce qui moi m'a toujours touché, j'ai toujours trouvé très fort dans cette aventure, c'est que le processus qui nous amène à tenir nos rêves est parfois plus important que le résultat des rêves, et que ce processus fait que, alors que leur pays s'effondre, c'est quand même des gens qui vivent dans des bidonvilles, dans des familles pas dysfonctionnelles, d'ailleurs je dirais pas ça comme ça, mais des familles pauvres, donc c'est dur, la vie est dure. Et ben la musique, la discipline qu'a créée la musique leur a permis de traverser ces années-là très très difficiles et de tenir et de grandir. Et moi, je trouve que de ce point de vue-là, c'est un magnifique message. Merci. Merci beaucoup, Bernard. Oui, moi j'ai trouvé ce film absolument magnifique. Décidément, dans cette édition 2024, on aura beaucoup parlé de musique. Hein. Et là, la musique est au cœur du problème, si je peux dire. C'est absolument émouvant et touchant. Le fils qui joue le violon, la mère qui est sourde, enfin, on pourrait dire beaucoup de choses, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport étroit et très particulier dans l'histoire entre la musique et la liberté. Hein. Quand on pense que les images qui nous restent tous, c'est Rostropovitch jouant du violoncelle devant le mur de Berlin qui venait de s'effondrer. Les rapports entre la musique et la liberté, bon, puis alors là, il y a vraiment pour ces enfants une espèce de déception extrême, quoi. C'est la musique qui est à la fois un outil pour conquérir leur avenir, pour conquérir une certaine forme de liberté, et puis on voit que le pays s'effondre, de toute façon l'avenir et la liberté eux-mêmes en prennent un coup, mais bon, c'est leur outil de liberté qui est compromis. C'est assez intéressant les nouvelles que vous nous donnez, parce que moi j'étais quand même très triste à la fin du film, alors un tout petit peu moins avec ce que vous nous dites, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de déception majeure, quoi, qui sans doute court dans le film. Voilà. D'ailleurs, vous avez eu envie de nous aider à ne pas être trop déprimés quand même. Hein. C'est la vie, enfin, on passe tous des épreuves et la musique leur a aidé à traverser des épreuves comme d'autres n'auraient pas pu traverser. Donc de ce point de vue-là, c'est un message formidable dont, à travers les épreuves, la résilience nous fait grandir. Eh ben, on termine sur une note positive. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander à tous les lauréats de venir là pour la photo finish. Donc vous restez. Tous ceux qui ont des prix, vous venez là, on fait la photo. Merci à vous. Merci beaucoup.